Je suis ravi d'être là ce matin. Merci à France FinTech, à Alain Clot et à toute l'équipe de France FinTech, et aussi à l'équipe Via Voice qui a travaillé, notamment Florian Moreau, qui est là avec nous aujourd'hui. L'idée, en effet, est de dresser un tableau dans ce moment très particulier. Alors, Emmanuel Le Chypre nous a fait l'amitié et l'honneur de dresser une très grande fresque depuis il y a 20 000 ans jusqu'à aujourd'hui. Donc mon propos va paraître beaucoup plus resserré. L'idée est de voir à la fois la manière dont l'écosystème FinTech réagit aujourd'hui, à partir d'une étude d'opinion qui a été menée là en septembre auprès des acteurs de l'écosystème FinTech, et en parallèle auprès de décideurs en entreprise, des cadres dirigeants en entreprise de manière générale. Donc on a un double regard et un double champ d'analyse. En quelques mots, l'objectif est de dépasser peut-être les discours au fond très positifs et qui sont très justes en même temps, notamment sur l'écosystème FinTech, les 11 licornes, l'enthousiasme dont on peut se prévaloir pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, le premier élément que l'on a recueilli est, on pourrait qualifier d'optimisme tempéré. Lorsqu'on interroge aujourd'hui les dirigeants de la FinTech, ce qui ressort, c'est que 62% d'entre eux sont plutôt optimistes pour leur propre activité professionnelle, pour leur propre entreprise. 62%. On a quand même au-delà de ça 24% qui sont très optimistes. Vous voyez, donc on a un optimisme nettement majoritaire. Je vous laisse faire l'addition entre le 62 et le 24. On a un optimisme solide, mais il faut quand même, je pense, être assez vigilant sur l'ampleur de cette modération sur le plutôt optimiste. Alors, pour les raisons qu'on a évoquées là, qu'Alain Clot a évoqué, qu'Emmanuel Le Chypre a analysé très brillamment, donc je ne me permettrai pas d'y revenir, de conjoncture macroéconomique, bien entendu, tout ce qui vient devant nous, de propriété de situation aussi quand même, parce que au-delà des éléments d'inquiétude, le fait, on a le sentiment aussi, et les entrepreneurs de la FinTech le disent, c'est un secteur qui est relativement préservé par rapport à d'autres, qui est peut-être moins consommateur en énergie, qui est peut-être moins exposé aux fluctuations, pour une partie des entreprises de la FinTech, aux fluctuations de l'inflation, même si bien entendu le coût est à subir. Donc des propriétés de situation qui répeuvent être porteuses. Et puis, un troisième atout sur lequel je vais venir dans un instant, parce qu'il me semble très intéressant à la lumière de ces résultats. Un point quand même de vigilance très fort. Donc je vous ai dit, on a à la fois l'échantillon des dirigeants de la FinTech, on a un échantillon de 400 dirigeants d'entreprises de manière générale. Sur les entreprises de manière générale, 52% seulement. Aujourd'hui, là, un sondage vient d'être réalisé, septembre, début octobre, 52% seulement sont optimistes pour l'avenir économique de leur entreprise. Voilà. Donc on est en train là de parler des grands basculements. Sans être grand mathématicien, on imagine bien que 52% n'est pas très éloigné de la moitié. Ça veut dire qu'on est dans un moment aussi où les dirigeants d'entreprise, de manière générale, commencent à se poser des questions sur ce qu'ils vont vivre en 2023. Alors on a en tête les chiffres, les données macroéconomiques, l'idée d'une croissance qui pourrait osciller entre 0 et 0,5%, ça ne fait pas beaucoup, entre 2,6 et 2,8 à la louche cette année. Mais il se passe quelque chose, voilà, et là, quand on voit le moral fléchir, c'est un peu inquiétant parce que, par définition, Alain Clot en parlait tout à l'heure, les investissements peuvent fléchir aussi, etc. etc. Concrètement, je sais que vous êtes avide de choses concrètes, où sont les marges de manœuvre et les intentions d'action de la part de l'écosystème FinTech? Ce qui est le premier enseignement très intéressant, c'est l'ampleur des intentions d'action en croissance, c'est-à-dire investir davantage en développement technologique. 62%, alors vous allez me dire c'est le cœur, si on n'a pas de technologie on est bien embêté, mais enfin quand même. Investir aussi, et c'est l'un des points de préoccupation très important pour les dirigeants de la FinTech, en ressources humaines. Alors, Alain Clot l'a dit tout à l'heure, on a cette année 10 000 recrutements qui sont d'ores et déjà accomplis au sein de l'écosystème FinTech pour une base de 30 000 salariés à peu près les années précédentes. Ça veut dire qu'il y a une dynamique de recrutement jusqu'à maintenant sur l'écosystème FinTech qui est quand même extrêmement significatif. Et puis enfin, 64%, et c'est la différence par rapport aux entreprises dans leur globalité, 64% des dirigeants de l'écosystème FinTech envisagent d'accentuer leurs investissements en matière de marketing et de communication. Alors on peut dire là aussi c'est tout à fait compréhensible, on est souvent sur des entreprises en forte croissance qui d'abord ont envie de comprendre leurs clients potentiels et puis qui ont envie de se faire connaître pour pouvoir se développer. Donc une vraie dynamique. Un chiffre aussi intéressant, 25%
40%, pardon, envisagent de se développer à l'international. On sait qu'on a d'ores et déjà 25% des fintechs françaises qui sont présentes à l'international. Donc une sensibilité à l'international qui est très intéressante. Pour l'avenir, qu'est-ce qui est préoccupant, qu'est-ce qui est enthousiasmant? Alors je commence par ce qui est préoccupant, comme ça on pourra finir par une tonalité plus positive. Ce qui est préoccupant, ce sont deux choses. D'abord, la poursuite de l'accès au financement dans les mois qui viennent, en vue de 2023, et puis ensuite la question des recrutements, parce qu'y compris dans le secteur de la fintech, c'est pas toujours simple de trouver les bonnes équipes que l'on souhaite avoir. Alors, le premier point jugé préoccupant par les entrepreneurs de la fintech, c'est le financement. La principale ambition pour celles et ceux qui ont l'intention de lever des fonds et de se développer, d'amplifier les investissements, c'est le recours au capital risque. C'est très intéressant, pour 39% des dirigeants de la fintech, contre la dette, l'endettement à 24%. C'est très intéressant parce que on a bien compris qu'on était en retard sur le retour au recours au capital risque il y a une dizaine d'années en France. C'est quelque chose qui s'est développé. Et aujourd'hui, on voit bien qu'en termes de réflexe et d'intention de déploiement d'investissement, c'est le capital risque qui tient la corde, si l'on peut dire, alors qu'il puisse être soutenu par des banques ou par des investisseurs internationaux, etc. Mais enfin, il y a une véritable appétence pour ce capital risque qui devient un atout français. Je crois que c'était il y a quelques années, hein, au fond, c'est plutôt pénalisant pour la France parce que la France avait du retard par rapport à ses aux principaux économies compétitrices. Aujourd'hui, l'idée du capital risque, elle est bien ancrée. Alors comme disait Alain Clou tout à l'heure, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mais enfin, ça offre quand même une ressource précieuse. Deuxième élément de préoccupation pour les prochains mois, c'est la question des recrutements. On a aujourd'hui 60% des acteurs de l'écosystème FinTech qui ont l'intention de recruter comme initialement prévu, donc avec de très fortes contraintes sur la capacité à trouver les bons profils, à trouver des profils pérennes, à trouver des profils qui aient envie aussi de soutenir et de participer à la vie d'une entreprise. Et puis, et c'est le propre aussi d'entreprises en accélération, 20%, et ce sont souvent des acteurs de l'écosystème FinTech plus solides, plus dynamiques, 20% ont envie de recruter davantage que prévu. Donc on est quand même on confirme le dynamisme de ce secteur, mais avec des enjeux bien entendu qui consistent à pouvoir retrouver les bons financements et les bons profils dans un moment qui est peut-être un petit peu plus tendu qu'il ne l'était ces dernières années. Alors qu'est-ce qui va bien dans tout ça? Enfin, non pas que le reste aille mal, hein, mais c'était sujet de préoccupation tel que les dirigeants de la FinTech l'expriment. Qu'est-ce qui va bien? Et ce qui va bien est très intéressant, me semble-t-il, c'est la demande et la monétisation de la demande. On devrait dire que ce qui préoccupe, ce qu'on vient de voir, c'est l'offre, d'une certaine manière les investissements, comment on arrive à produire, à agir, donc les investissements et puis les équipes. Ce qui va bien, c'est la demande et la capacité à monétiser la demande. Alors, la question posée de manière rigoureuse est la suivante. Pour les 12 prochains mois, quel est le principal motif de confiance des acteurs de la FinTech? Premier élément, la demande. Alors c'est tout simple, parce qu'on peut se dire, bien évidemment, si on n'a pas de demande, on n'est pas content. Mais ça veut dire au-delà de ça qu'il y a une analyse fine qui est réalisée sur les secteurs d'intervention, les publics qui peuvent porter des business dans les années qui viennent. Ça n'a l'air de rien, mais on sait qu'on a des entrepreneurs, des créateurs de start-up qui parfois se lancent à l'aventure sans avoir nécessairement un business plan suffisant et un business model suffisamment étayé concernant à la fois leur public de conquête et surtout la capacité à monétiser ces publics de conquête. Pour des choses très concrètement, combien vont me coûter mes premiers clients? Et puis si mon activité se développe, à quel moment je vais pouvoir être rentable et quel va être le coût d'acquisition des clients de manière plus durable. Cette réflexion-là, elle est fondamentale. Et ce que l'on voit là à travers ces réponses, c'est qu'on a des acteurs, pour une partie d'entre eux, mais des acteurs de la FinTech en France qui sont outillés, étayés et qui ont une vision assez structurée de leur capacité à monétiser la demande. Alors c'est un élément fondamental. Je disais tout à l'heure, il y a plusieurs éléments positifs assez porteurs. Celui-ci, il nous semble très intéressant parce que ça veut dire qu'on a une maturité. Alain Clot parlait tout à l'heure de la structuration et de la maturité des entreprises de la FinTech.
Là, on a un élément de maturité qui est important dans la capacité à élaborer des business models solides parce qu'ils sont en résonance avec une capacité à monétiser la demande dans les années qui viennent. Ça peut paraître très trivial et très simple, mais en même temps, enfin, l'expérience montre que ça n'est pas toujours le cas. Voilà, donc ce qui va, les éléments d'inquiétude et en même temps de plus grande confiance. Si on se tourne vers l'avenir maintenant, quelles sont les projections qui prévalent sur l'année 2023 ? C'est tout le sujet dont on parle depuis ce matin. Où va-t-on, d'une certaine manière, et quelle est l'ampleur des secousses que l'on peut connaître ? Alors, la perception des dirigeants d'entreprise, des créateurs de start-up, elle est fondamentale, puisque c'est un élément très important de la prise de décision, de la prise d'investissement, etc. etc. Il y a une surprise assez forte, à savoir que 36%, c'est pas rien, vous allez me dire, 36% des dirigeants de sociétés de la FinTech anticipent non pas uniquement un ralentissement économique, mais bien une récession sur l'année 2023. Donc c'est pas rien. Alors vous allez me dire, c'est compréhensible, l'Allemagne va être en récession, bon. Mais 36% récession. Ensuite 35%, ça se compartimente assez bien. 35%, et là on le comprend bien, envisage un ralentissement de l'activité économique, mais sans récession. Et puis le reste envisage plutôt une stabilité. Bon. Donc on pourrait dire qu'il y a trois mondes de la FinTech aujourd'hui. Un qui est dans la mouvance majoritaire, qui se dit « Oula, attention, l'activité va probablement ralentir, soyons vigilants ». Un qui dit « Bon, non, ballant, bon, on verra bien ». Et puis surtout, ces 36% qui anticipent une récession, ça peut vouloir aussi, en fonction du secteur sur lequel on évolue, être une source d'attentisme, une source de vigilance en matière de décision d'investissement, qui peut, bien entendu, avoir un effet cumulatif. C'est comme dans les stations essence. Quand les gens commencent à s'inquiéter, le problème s'accroît. Voilà. La surprise que j'évoquais tout à l'heure, c'est que les entrepreneurs de la FinTech, sur ce point-là, sont beaucoup plus pessimistes que les dirigeants d'entreprise de manière générale. C'est-à-dire qu'il y a, alors je ne sais pas si c'est l'expérience de l'économie, la sensibilité au mouvement, aux fluctuations de l'économie, mais on a, pour vous donner un chiffre, 16% des dirigeants d'entreprise de manière générale seulement qui anticipent une récession. Donc 16% contre 30%. Et c'est passionnant parce que vous voyez un univers de la FinTech, d'une certaine manière, qui en macroéconomie est plus inquiet que le reste des dirigeants d'entreprise, mais qui, pour leurs propres entreprises, pour leurs propres activités, conserve un moral plus important que la moyenne. Voilà, c'est quelques éléments que je souhaitais partager avec vous. Je vous donne peut-être quelques, avant, parce que je crois que mon temps de parole est très limité, malheureusement. Je ne peux pas parler toute la journée. Quelques éléments peut-être de conclusion pour ramasser un peu tout ce propos et puis ce que l'on voit à l'œuvre en ce moment. 3 éléments de conclusion très rapides. D'abord, à travers les éléments que l'on a recueillis ici, d'abord, la nature des mutations ces dernières années qui ont permis l'éclosion et l'affirmation de cet écosystème FinTech en France. On disait tout à l'heure, le premier écosystème au sein de l'Union européenne. Il faut mettre à part l'Angleterre. Ça s'explique en partie par parfois des disruptions, souvent des évolutions fortes qui sont survenues ces dernières années, en matière technologique bien entendu, en matière de capital risque, on en parlait tout à l'heure, donc d'investissement, et puis en matière de capacité à monétiser la demande. Donc on est sur des fondamentaux qui sont très importants. Ce sont des glissements, je ne vais pas parler de disruption, mais ce sont des glissements qui, ces dernières années, ont porté le déploiement de l'écosystème FinTech. Ça, c'est le premier élément, c'est le passé. Aujourd'hui, le deuxième élément, je vous reprendrai l'expression tout à l'heure, je crois que Alain Clot parlait d'un optimisme raisonné, c'est exactement ça. On est sur un optimisme prudent pour les mois qui viennent, avec 62% des dirigeants de la FinTech qui se déclarent optimistes, plutôt optimistes pour leur propre entreprise. Ça tient à deux choses, ça tient à des éléments de conjoncture, ça tient précisément à cet aspect de demande qui est très important et à des business models solides. Enfin, troisième élément, qui à mon avis est le plus sensible, et c'est pour ça que je mets en conclusion de la conclusion, parce qu'il incite à réfléchir. Lorsqu'on travaille dans la longue durée sur la manière dont les entreprises ont connu du succès, en partant de rien et puis en progressant, on constate qu'il y a des phases de créativité, des phases de rupture, on pourrait dire des phases de révolution, et puis beaucoup aussi ensuite des phases de structuration, des phases d'empire. Toutes les grandes entreprises
On pourrait dire, pour ne prendre qu'un exemple, Apple avec ses Steve Jobs et Tim Cook. Steve Jobs qui est dans la création, la rupture, et puis Tim Cook qui structure l'ensemble. Là, on voit des entreprises, et pour les plus dynamiques d'entre elles, on parlait des 11 licornes, mais enfin, il y en a beaucoup d'autres, qui sont dans un processus extrêmement rapide, à la fois d'empire et de révolution, c'est-à-dire de déstructuration, d'imagination d'idées neuves, et en même temps, quand on parlait tout à l'heure de communication et de marketing, communication, ça veut dire j'installe une marque, j'installe des contrats, donc ça veut dire je structure mon activité de manière très forte. Et donc là, je crois qu'il y a un enjeu majeur pour les années qui viennent, au-delà des éléments de conjoncture dont on vient de parler, qui est la capacité peut-être à pouvoir concilier dans les mois qui viennent et les années qui viennent ces deux volets de révolution et d'empire dans des délais qui seront peut-être de plus en plus resserrés parce que l'écosystème est un écosystème qui évolue vite, parce que les places sont à prendre rapidement, et puis parce que les changements dont parlait Emmanuel Le Chypre, au-delà des changements de longue durée, sont très rapides. Voilà, donc des éléments de spécificité assez forts, un optimisme modéré, mais des éléments de réflexion qui incitent aussi à réfléchir à ce dynamisme-là. Pour conclure la conclusion, ne nous inquiétons pas, j'ai terminé. Je terminerai par ces mots de Camus qu'il avait empruntés, je crois, à Gramsci et qui s'appliquent bien, qui résument bien les propos qu'on a là, en parlant d'optimisme de la volonté. Vous savez, Camus disait, il y a l'optimisme de la volonté et puis il y a le pessimisme de l'intelligence. Pessimisme de l'intelligence, c'est je vois bien autour de moi, les chiffres que j'évoquais tout à l'heure, c'est exactement ça. Je suis inquiet, il peut y avoir de la récession, mais je conserve un optimisme de la volonté. Voilà, c'était Gramsci et c'était Camus en même temps. Je vous souhaite beaucoup d'optimisme de la volonté. Merci beaucoup pour votre attention et bonne journée. Merci. Merci beaucoup François.